Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans À l'air libre. Nous sommes le vendredi 24 avril et c'est la 28e édition de votre quotidienne. Bonjour Mathieu. Bonjour, comment tu vas? Mathieu Magnodex qui présente avec moi cette émission. Explique-nous de quoi tu vas nous parler avec tes invités en deuxième partie d'émission. Ouais, dans la deuxième partie, on va inaugurer un rendez-vous qui sera désormais régulier, peut-être toutes les 3 semaines ou tous les mois, on verra, faire parler les voix de la solidarité dans tout le pays, raconter la crise et peut-être nous pousser à agir nous aussi dans notre quartier ou au-delà, comme eux, comme elles d'ailleurs. On va commencer avec 4 femmes aujourd'hui qui vont nous raconter leur mobilisation. Restez avec nous, elles ont beaucoup de choses à nous raconter. Très bien, et nous dans la première partie sur l'actualité, on va retrouver Philippe Lamberts, un eurodéputé écologiste, puisqu'on suit les dossiers européens aussi dans À l'air libre. Et hier, il y a eu un sommet européen entre chefs d'État et de gouvernement pour faire face à la crise sanitaire. On va en discuter avec lui. Et ensuite, la crise vue de l'étranger, ce sera vue de Tunisie avec notre correspondante Lilia Blaise. La minute détente sera assurée par Laura Calu, qui s'est transformée en Arnaud Valouin, un complotiste persuadé que le Covid-19 a été créé par les reptiliens, tout un programme. Et avant de commencer, je vous rappelle les 2 adresses auxquelles vous pouvez nous écrire. Il y a alairlibre@mediapart.fr, ça c'est pour vos témoignages, et puis covid@mediapart.fr, ça c'est pour vos informations d'intérêt général. À l'air libre numéro 28, c'est parti. Hier, s'est donc tenu un sommet européen entre chefs d'État et chefs de gouvernement par visioconférence comme il se doit. Ils ont avalisé les solutions trouvées au sein de l'Eurogroupe qui ont été détaillées déjà sur Mediapart par Martine Orange. C'était un article publié il y a quelques jours qu'on peut retrouver dans le journal. Ces propositions, elles n'incluent toujours pas de véritables instruments de solidarité ambitieux. Il n'y a pas de trace de ces fameux Corona Bonds dont on a déjà parlé dans cette émission, pas d'autres instruments réellement équivalents. Et les divisions entre pays vont maintenant s'exprimer à propos de l'enjeu qui arrive, celui du budget pluriannuel de l'Union européenne que la Commission européenne doit préparer. On va parler de tout ça avec un eurodéputé. Il s'agit de Philippe Lamberts. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc eurodéputé écologiste belge, coprésident du groupe des Verts au Parlement européen. Première question, toute simple, qu'est-ce que vous retenez du sommet d'hier? Est-ce que pour vous, on est toujours dans le chacun pour soi qui fait partie des craintes que vous avez exprimées dans vos prises de parole, ou est-ce que vous y avez vu des motifs d'espoir, des petits signes que des choses vont peut-être bouger dans un sens un peu différent? Alors, je reste extrêmement préoccupé. Nous entendons depuis le début de la pandémie des critiques extrêmement fortes s'élever contre l'Union européenne parmi nos concitoyens. Alors, bien sûr, je pourrais vous dire que si l'Union européenne n'a pas beaucoup agi sur la pandémie, c'est que tout simplement les compétences de soins de santé et de santé publique restent largement nationales. Mais ce serait faire l'impasse sur le problème plus fondamental et que nos concitoyens aperçoivent, je pense, de plus en plus, c'est que au niveau des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, demeure cette logique de chacun pour soi que vous évoquiez. Autrement dit, je pense que lorsque nous faisons face à un défi d'une ampleur pareille, ce que nos concitoyens attendent de la part de leurs leaders, de leurs dirigeants, c'est une affirmation extrêmement forte que nous sommes ensemble dans cette galère et c'est ensemble qu'on en sortira. Et les réunions à répétition des chefs d'État et de gouvernement envoient un message tout différent, puisqu'en fait, il envoie le message essentiellement que, ben non, on n'est pas ensemble dans cette galère et nous en sortirons chacun à sa manière. Autrement dit, le fait de refuser d'engager dès maintenant un programme commun de reconstruction, de réorientation, de remise en route de nos économies, envoie un message très clair, c'est que la solidarité ne va pas de soi et que si solidarité il devait y avoir, ce serait à contre-cœur et vraiment parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et ça, c'est un message absolument toxique pour la suite de la construction européenne. Autrement dit, si dans des circonstances pareilles, l'Union européenne n'est pas capable de faire la preuve qu'ensemble on est plus fort, alors on se demande vraiment quel est le sens du projet européen. Autrement dit, ce qui se joue pour le moment, c'est véritablement la raison d'être de l'Union européenne. Et ce que je regrette, c'est en effet qu'il n'y a aucune mutualisation d'efforts, autrement dit, tout au plus,
les chefs d'État et de gouvernement sont prêts à envisager un système dans lequel l'Union européenne, la Commission européenne emprunterait pour le compte de tous, mais pour en fait refaire des prêts aux États membres. Autrement dit, elle serait une sorte d'intermédiaire, mais chaque État resterait finalement seul face aux conséquences de la pandémie. C'est ça, parce que dans le fameux budget qui doit être refait, hein, il n'y avait déjà pas eu d'accord avant le plein de la crise sanitaire. Maintenant, la question se repose. Et si on a bien compris, il y a une vraie fracture entre ceux qui pensent qu'il n'y a que des prêts qui sont envisageables et ceux qui pensent qu'il faut des transferts, autrement dit, simplement des dons, hein, tout simplement, d'argent de pays les plus forts jusque vers les pays les plus vulnérables. Pour vous, c'est ça vers quoi c'est ça la question de fond. Donc, en fait, les questions qui se posent, c'est d'une part le volume total de l'effort. Et là, si vous voulez avoir un impact macroéconomique, il s'agit que les pouvoirs publics, et j'insiste là-dessus, les pouvoirs publics, comme à l'époque du New Deal de Roosevelt au début des années 30, que les pouvoirs publics prennent l'initiative de l'investissement. C'est ça qui entraînera l'économie. Autrement dit, si vous amenez vers l'économie et que vous dites on est prêt à vous faire des prêts, ben, la plupart des acteurs économiques privés vont dire comme l'avenir est incertain, on va pas investir. Autrement dit, les États doivent jouer un rôle absolument moteur. Donc, d'investisseurs publics. Et je pense qu'avec la transition écologique, il y a suffisamment de sujets qui rendent justifiables et économiquement utiles des investissements de plusieurs centaines, en fait, au-delà de 1000 milliards d'euros. Je pense qu'on a de quoi faire. Autrement dit, les pouvoirs publics ont de quoi s'occuper les années qui viennent. Et ces investissements entraîneront alors des investissements privés. Mais il s'agit bien de motoriser l'investissement public. Et en effet, si vous dites à l'Espagne, si vous dites à l'Italie, ben écoutez, débrouillez-vous, on veut bien emprunter pour vous, mais à la fin de la journée, c'est vous qui êtes responsable des investissements à faire dans votre pays, eh bien, vous allez aggraver les divergences dans la zone euro au risque de faire éclater cette zone euro. Donc, comme vous le dites, il faut que le programme d'investissement soit un programme non pas de dons, j'aime pas tellement ce mot, mais ce que je veux dire, c'est que ce que nous devons faire vis-à-vis des États membres, c'est aller financer dans les États membres des investissements sans pour autant que la clé de répartition de ces investissements corresponde à la clé de répartition quelque part des demandes. Autrement dit, il s'agit de rembourser, il s'agirait que nous remboursions collectivement des investissements, mais la clé de remboursement ne serait pas la même que la clé d'investissement. Autrement dit, certains États bénéficieraient plus que proportionnellement du programme commun et d'autres moins, tout simplement parce que les besoins sont inférieurs ou que la capacité d'investissement domestique est plus forte. Oui, c'est ce qu'on appelle une union de transfert, mais dans l'histoire économique, aucune union monétaire n'a jamais tenu sans être une union de transfert. Prenez la France, avant l'euro, la France était une union monétaire, le franc. Eh bien, en France, vous n'avez pas une homogénéité économique. Vous avez l'Île-de-France et Rhône-Alpes qui clairement contribuent plus à la richesse nationale que ce qu'elles n'en reçoivent, et à contrario, les autres régions reçoivent plus de la richesse nationale qu'elles n'y contribuent. Mais ça, c'est le prix de tout simplement faire société. Et la question, c'est est-ce que nous faisons société au niveau européen, oui ou non? Voilà, justement, parce qu'en France, c'est facilité par le fait que nous sommes un État-nation, et c'est vrai pour plein d'autres États. Où est-ce que le blocage se situe? Parce que beaucoup pointent le fait que les gouvernements du Nord résistent à cette solidarité, hein. Certains les ont surnommés les radins. Alors ça fait écho à d'autres adjectifs péjoratifs qui avaient été employés à l'égard des pays du Sud. Mais après tout, on peut comprendre aussi que les dirigeants des pays du Nord disent nous, on a des opinions publiques, on a des scènes politiques intérieures qui font pression sur nous, qui ne seraient pas du tout enchantés de faire des transferts. Et donc, est-ce que dans une discussion qui est pour l'instant essentiellement intergouvernementale, c'est pas forcé en fait qu'il y ait ces chocs-là et ces réticences de la part des pays du Nord? Oui, bien sûr. Premier élément, je pense qu'il faut s'abstenir de porter ce débat sur le plan moral. Parce qu'en effet, alors, vous avez d'un côté les dépensiers, les irresponsables, et de l'autre côté les radins. Je ne pense pas que c'est le meilleur moyen de s'en sortir. Donc, il faut d'abord réfléchir en termes d'intérêt bien compris. Et il se fait que c'est évidemment l'intérêt bien compris des pays du Sud de recevoir une assistance parce que leurs économies sont plus fragiles que celles du Nord, mais c'est l'intérêt bien compris, et c'est cela qu'on oublie trop souvent de dire, c'est l'intérêt bien compris de pays comme l'Allemagne, la Finlande, les Pays-Bas, d'avoir une Union européenne qui est prospère.
Donc l'idée que l'Allemagne pourrait être prospère dans une Union européenne qui irait à volo, ben, c'est une fumisterie. Et le problème, c'est qu'en Allemagne, je suis désolé de le dire, mais à part les Verts, qui dit cette réalité? Autrement dit, on continue à faire croire que la plupart des familles politiques en Allemagne continuent à faire croire que ben, tout ce que fait l'Allemagne, c'est bien. Et si seulement tout le monde imitait l'Allemagne, les choses iraient beaucoup mieux. Ben, en fait, certes, certaines actions menées par des gouvernements au sud de l'Europe sont néfastes à la zone euro et à nos intérêts collectifs, mais de la même manière, lorsque l'Allemagne préconise une politique mercantiliste, c'est-à-dire orientée vers la constitution de surplus massifs à l'exportation en faisant du dumping social à l'intérieur et en n'investissant pas, eh bien, elle fait du tort à toute l'Union européenne. Donc, il ne faut pas s'imaginer que d'un côté, il y a les vertueux, parce que souvent on les appelle comme ça, et de l'autre côté, ceux qui ne le sont pas. En réalité, tous les États, par leurs actions, peuvent endommager ou au contraire faire avancer l'intérêt général. Je pense que c'est dans ce cadre-là qu'il faut avoir le débat. Alors, bien sûr, si nous avions un État fédéral européen, eh bien, nous aurions évidemment plus de liberté pour prendre des décisions qui défendent l'intérêt général européen, puisque chaque gouvernement est évidemment comptable de ses actes devant sa propre opinion publique. Mais là-dessus, je voudrais quand même dire qu'il faut arrêter de prendre les citoyens pour des imbéciles, parce que c'est quand même un alibi assez confortable de se dire oui, mais nos citoyens ne comprendraient pas. Je pense que nos citoyens ne sont pas des imbéciles et que quand on leur parle un langage, d'abord ancré dans le réel et un langage de responsabilité, eh bien, je constate, par exemple, que quand les Verts en Allemagne défendent la solidarité financière, défendent la mutualisation des dettes, et ils sont le seuls à le faire, eh bien, figurez-vous qu'ils rencontrent dans l'opinion publique allemande un écho et un écho grandissant. Donc, ça veut dire qu'une partie de l'opinion publique dans ces pays-là comprend bien que c'est l'intérêt bien compris de leur État de faire preuve de solidarité financière. Il ne s'agit pas de faire l'aumône, il ne s'agit pas quelque part de faire un cadeau, comme on le prétend aux Pays-Bas, à des gens qui ont péché par le passé. Non, il s'agit vraiment d'intérêts collectifs bien compris. Et donc, je pense qu'on doit tenir un langage de responsabilité à nos concitoyens. Vous savez, l'opinion publique, c'est quelque chose qui évolue au fil du débat politique. Et lorsque les leaders politiques se mettent à la traîne de ce qu'ils croient être l'opinion publique, eh bien, je pense qu'on dévoie la démocratie. Ouais. Vous avez évoqué tout à l'heure le caractère massif des plans qui étaient nécessaires, des plans d'investissement, hein, ce qui devrait être à la hauteur de la crise en termes de nombre de milliards d'euros. Il y a aussi la direction de ces milliards. Comment on fait? Est-ce qu'on peut donner des exemples de recettes ou de conditions pour lesquelles ces milliards iront vers une transition verte plutôt que vers une relance brune, comme on dit à propos de ces énergies fossiles, les énergies sales qui contribuent au dérèglement climatique? Qu'est-ce que les Verts proposent? Un ou deux exemples peut-être pour donner des choses concrètes à ceux qui nous écoutent. L'exemple que j'ai envie de citer très spontanément et qui touche très fort la France, c'est évidemment la politique agricole commune. Je le cite parce que c'est une politique qui est d'abord du ressort européen, donc on a les manettes, c'est le premier budget de l'Union européenne, à peu près 40% du budget, et c'est aujourd'hui une politique agricole commune qui est fondamentalement orientée vers un modèle productiviste destiné à servir les marchés mondiaux d'alimentation, de produits alimentaires. En réalité, nous devons nous servir de ce levier pour transformer notre agriculture et donc, c'est-à-dire changer l'architecture du système et faire en sorte que les aides de la politique agricole commune, les subsides de la politique agricole commune, aillent à ceux qui nous aident à relocaliser notre production alimentaire. Autrement dit, la question, c'est plus satisfaire les marchés internationaux, c'est retrouver l'ambition initiale de la PAC qui est de donner à l'Union européenne les moyens de sa souveraineté alimentaire et de le faire évidemment dans un modèle agricole qui respecte les limites physiques de notre environnement. Autrement dit, aujourd'hui, l'agriculture est très largement un poids sur notre environnement. En réalité, l'agriculture peut devenir un booster pour notre environnement. Autrement dit, l'agriculture est un instrument par excellence pour réduire nos émissions et pour absorber nos émissions de CO2, pour améliorer et défendre la biodiversité. Autrement dit, c'est cela qu'il faut faire. Et donc, vous devez réécrire les règles de la PAC pour que l'argent aille vers celles et ceux qui, sur le terrain, nous redonnent les moyens de notre souveraineté alimentaire et le fassent de manière à restaurer la qualité de notre environnement. Et ça, c'est possible, c'est une question de volonté politique. Là-dessus, autant je me réjouis que la Commission européenne ait voulu faire d'un Green Deal européen le premier pilier de sa politique pour les 5 ans qui viennent, autant
je dois constater qu'aujourd'hui encore, la réorientation de la PAC pour l'aligner avec les objectifs du Green Deal reste un tabou. Ça reste un tabou, d'une part à la Commission européenne, mais je dirais dans les grandes familles politiques européennes. Je pense bien sûr aux conservateurs, mais aussi aux sociodémocrates et aux libéraux, qui refusent de remettre sur le métier les règles de la PAC. Et j'ai envie de dire, si on ne commence pas par là, le reste n'est pas très crédible. Je veux dire, si au niveau de l'Union européenne, là où on a les manettes, la PAC ou la politique commerciale, et les deux sont liés, on ne fait pas ce qu'il faut, comment est-ce qu'on peut être crédible quand on incite les États à prendre des virages sur le plan énergétique ou sur le plan de la mobilité, là où l'Union européenne a beaucoup moins de manettes? On a les manettes, c'est aussi une très grosse part du budget européen. En effet, vous avez évoqué le Green Deal à l'instant. Il y a toute une discussion sur ce qu'il va advenir de ce Green Deal à l'occasion de la crise sanitaire. Il y a eu un appel à ce que ce Green Deal, cette relance verte soit vraiment à l'ordre du jour avec des signataires d'horizons très différents. On a passé un entretien récemment avec une de vos collègues, l'eurodéputée verte Marie Toussaint. On va voir l'article s'afficher à l'écran. Elle va dans votre sens sur beaucoup de points, évidemment, vous appartenez au même groupe, mais elle explique qu'elle n'a pas voulu signer cet appel qui mélangeait des signatures d'écologistes, mais aussi d'élus de droite, de patrons de multinationales, dont les lobbyistes travaillent en ce moment à détricoter ce Green Deal. Pourquoi vous avez choisi de signer cet appel? Est-ce que justement, il n'y a pas une matière un peu à confusion entre ceux qui veulent garder le monde d'avant avec des rafistolages et puis ceux qui veulent vraiment une vraie transition? Et c'est ce que les Verts vous défendez quand même. Alors, première chose, je pense que personne n'a le monopole de la vérité. Je pense que si vous voulez réellement qu'on engage la transition écologique et solidaire, il va falloir rassembler large. Autrement dit, il va falloir une coalition des bonnes volontés. Alors bien sûr, je suis fier d'appartenir à la famille dont je dirige le groupe politique au Parlement européen, mais je sais aussi compter. Je veux dire, les Verts en Europe, on représente à tout casser, vraiment à tout casser, on représente 10% de l'électorat. Avec ça, si vous êtes démocrate, vous ne pouvez pas imposer votre volonté. Donc, vous devez rassembler plus large. Le fait que des élus venus d'autres horizons se rassemblent pour dire que le Green Deal, que la transition doit être au cœur de notre programme de remise en route de l'économie, ça me réjouit. Alors bien sûr, on peut toujours se poser la question de la sincérité. C'est pas tellement sur le plan des politiques, mais je pense en effet à la signature de certaines grandes entreprises. On peut se poser la question de la Coca-Cola, Ikea. J'avoue que je n'étais même pas au courant que Coca-Cola signait ça aussi. Mais la question fondamentalement, c'est si vous avez signé, on va pouvoir vous prendre au mot. On va pouvoir vous prendre au mot. Donc si, allez, je vais prendre un autre exemple. J'ai voté contre le traité de libre-échange avec le Canada. Il se fait qu'une série d'élus d'extrême droite ont aussi voté contre le traité de libre-échange avec le Canada. Est-ce que pour autant, ça rend ma cause, enfin mon vote, suspect? Non, je ne pense pas. Je pense que les convictions des Verts, elles sont connues. Nous les montrons à l'œuvre au quotidien quand on est dans les parlements, mais aussi quand on est dans les gouvernements. Si maintenant d'autres veulent enfourcher le cheval de la transition économique et solidaire, tant mieux. Tant mieux, moi je ne vais pas me plaindre, parce qu'à un moment, il faudra constituer des majorités. Et donc, plus il y a d'acteurs et d'actrices qui s'expriment en faveur de la transition écologique et solidaire, mieux ça vaut. Maintenant, si vous regardez ceux qui sont montés en fait au quart de tour pour dire « Ah, maintenant qu'on a la pandémie, il faut remettre à plus tard le Green Deal », ce sont les mêmes qui, avant la pandémie, se lamentaient déjà de l'existence même du Green Deal. Je pense à la Chambre allemande de commerce et d'industrie qui, avant même que la Commission ait détaillé un petit peu ses intentions dans le cadre du Green Deal, disait déjà il ne nous faut pas de Green Deal parce que ça va être mauvais pour l'économie. Et ce sont les mêmes qui, évidemment, aujourd'hui, enfourchent la cause de la pandémie pour trouver une nouvelle excuse, un nouvel alibi pour reporter le Green Deal à plus tard. Et donc, ça ne me surprend pas. Je me réjouis de voir que la Commission européenne reste déterminée. Alors, bien sûr, son Green Deal a des angles morts. La politique agricole commune en est un que j'ai évoqué tout à l'heure. Un autre est la politique commerciale. On a encore entendu hier dans les pages du Financial Times le commissaire européen au commerce dire qu'en fait, il faut multiplier les accords de libre-échange, ce qui évidemment, dans l'optique d'une résilience de nos sociétés, c'est vers le contraire de ce qu'il faut. Ce qu'il nous faut, c'est retrouver une relocalisation de l'économie pour être moins dépendant de la mondialisation. Et donc,
Et donc, clairement, il y a encore des angles morts importants dans le projet de Green Deal de la Commission, mais je constate que la Commission européenne, qui est à l'origine de la législation, ne veut pas en démordre du Green Deal, et il reste une majorité au Parlement européen qui veut aller de l'avant dans ce sens-là. Le problème, ça va se trouver du côté des États membres, et ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas seulement de la Pologne, de la Tchéquie ou d'États qui sont presque considérés parfois comme des suspects naturels. L'Allemagne est le pays qui résiste avec le plus de force à la transition écologique et solidaire. Quand il faut faire n'importe quoi, y compris des choses illégales pour défendre une industrie automobile basée sur le diesel, l'Allemagne est prête à le faire jusqu'au plus haut niveau de l'État. Lorsqu'il faut défendre le charbon, parce qu'allez, franchement, leur plan de sortie du charbon qui prévoit d'en être sorti, tenez-vous bien, en 2038, d'accord, en 2038, ça n'a évidemment aucun sens. Autrement dit, l'Allemagne résiste mordicus. Et donc, il va falloir construire des rapports de force. Ça, c'est très clair. Et là, je m'inquiète un petit peu, comme sur la question de la mutualisation de la dette, de la stratégie de ceux qui veulent faire bouger l'Allemagne. Parce que ceux-là continuent à se présenter en ordre dispersé. L'Allemagne ne réagit que le dos au mur. Je veux dire, le gouvernement allemand ne réagit que le dos au mur. Or, qu'avons-nous vu sur la dette, mais que voyons-nous aussi sur le Green Deal? C'est les gouvernements avançaient en ordre dispersé. Sur la mutualisation de la dette, vous auriez voulu une sainte alliance entre la France, l'Italie, l'Espagne, la deuxième, la troisième et la quatrième plus grande économie de la zone euro pour faire plier l'Allemagne. Ben non, ils y sont allés en ordre dispersé. Et je crains un petit peu fort que, malgré les professions de foi très écolo d'Emmanuel Macron, il y aille de nouveau en solo, c'est-à-dire sans construire les rapports de force qui permettent vraiment de faire évoluer les choses. Donc le message est envoyé à Emmanuel Macron. Je ne sais pas s'il regarde notre émission, mais peut-être que d'autres lui transmettront. Une dernière question pour terminer notre entretien. On arrive au bout. Vous avez parlé des angles morts de ce Green Deal. Si je ne m'abuse, il y a un angle mort qui rejoint peut-être un peu la question agricole. C'est la biodiversité, la protection de la biodiversité. Là encore, est-ce que vous pourriez donner à ceux qui nous écoutent un exemple d'une action concrète qui aurait à mener par les États membres ou au niveau européen pour protéger la biodiversité et qui soit faisable là dans les années à venir? Ben écoutez, je vais revenir à l'exemple de la PAC parce qu'en fait, la politique agricole commune qui est basée sur le productivisme et donc forcément sur une agriculture de monoculture et au pétrole est la première menace sur la biodiversité en Europe. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, mais en tout cas, c'est par là qu'il faut commencer. Là-dessus, la Commission européenne se préparait à venir avec un plan d'action, je pense, assez substantiel sur le front de la biodiversité et je regrette que ça fait partie des dossiers que la Commission européenne s'apprête à retarder. Et je pense que là, c'est à nouveau une grosse erreur. La question environnementale, ce n'est pas juste le climat, c'est aussi la biodiversité, c'est aussi l'épuisement des ressources. Et là, à nouveau, penser à la ressource terre arable ou à la ressource eau, la politique agricole commune a un rôle crucial à jouer. Et ça, je vous dis, c'est l'angle mort le plus colossal du Green Deal. Autrement dit, on va avoir une première bataille pour maintenir le Green Deal au cœur de la stratégie de reconstruction économique, mais en réalité, la deuxième bataille, c'est d'amplifier le Green Deal. C'est de faire en sorte de fermer ces angles morts de manière à ce qu'on ait une politique réellement cohérente. Autrement dit, les années qui viennent vont être chaudes. Et la leçon que je tire, je suis arrivé au Parlement européen il y a une dizaine d'années, juste dans la foulée de la crise financière mondiale. La leçon que je tire de l'époque, c'est que la fenêtre d'opportunité pour ancrer, pour cranter des changements systémiques, elle n'est pas de plus longue que 2 ou 3 ans. Autrement dit, c'est maintenant que ça va se jouer, quoi. Il va vraiment falloir cravacher. Et là, mon message à l'opinion publique, c'est que les mobilisations pour que le demain soit différent d'hier, c'est, j'ai envie de dire, c'est dès la sortie du confinement qu'il va falloir les mener. Merci beaucoup, en tout cas, Philippe Lamberts, d'avoir répondu à nos questions. À très bientôt, merci. Et puis, on ouvre une nouvelle séquence de l'émission avec la crise vue de l'étranger. Le ramadan commence aujourd'hui. Comment cela se passe-t-il en Tunisie? On en parle avec notre correspondante Lilia Blaise. Bonjour Lilia. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, merci.
Alors, le ramadan commence dans un contexte particulier pour tous les musulmans qui sont dans des pays où se pratique le confinement ou en tout cas des pratiques de distanciation sociale. C'est le cas en Tunisie. Raconte-nous un peu concrètement comment ça se traduit, les difficultés du coup pour les liens de sociabilité qui se font à cette période-là normalement. Alors c'est vrai que c'est tout à fait inédit en Tunisie. C'est l'un des premiers ramadans qui va se passer de cette façon. Le ramadan en Tunisie, comme dans d'autres pays, c'est un moment évidemment de recueillement, de spiritualité, mais aussi un moment très familial où beaucoup de familles se retrouvent pour passer le mois saint ensemble, pour dîner ensemble chaque soir après la rupture du jeûne. Donc là, c'est vrai que tous ces liens vont être complètement bouleversés puisque déjà avec le couvre-feu, c'est très difficile pour les familles de se réunir si elles habitent loin, puisque même si le couvre-feu a été décalé de 18h à 20h, ça reste une période assez courte en fait pour permettre à des gens de se réunir autour d'une table. Il y a aussi pendant le confinement, les déplacements entre gouvernorats ou entre communes sont interdits, sauf pour des raisons essentielles ou pour du travail. Donc pareil, les familles qui habitent dans différentes régions ne peuvent pas réellement passer le ramadan ensemble. Donc moi, les quelques personnes à qui j'ai pu parler, c'est vraiment nouveau pour elles, aussi parce que il y a déjà beaucoup de familles qui se sont un peu résignées aussi à se séparer des personnes âgées, les grands-parents, les parents, pour certains couples, par exemple, qui m'ont dit qu'ils allaient faire le ramadan seulement avec leurs enfants, donc un peu en comité restreint. D'habitude, c'est vraiment un moment qu'on partage avec toute la famille. Et puis, il y a aussi une autre sociabilité, c'est celle qu'on voit souvent après la rupture du jeûne, dans les cafés et aussi les mosquées, où il y a les prières du Tarawih pendant la soirée. Donc, beaucoup de fidèles qui viennent normalement dans les mosquées chaque soir. Beaucoup aussi de jeunes, de couples qui en profitent pour sortir, pour aller dans les cafés, pour voir des amis. Et donc, les cafés vont être fermés, les mosquées vont être fermées. D'ailleurs, les personnalités religieuses ont appelé à ce que les fidèles fassent leur prière à la maison. Donc, ça va être très, très nouveau à partir de ce soir, ce qu'on va pouvoir voir dans les rues. Ouais, ce que tu me disais, c'était que les cafetiers, d'ailleurs, envisageaient une sorte de mobilisation sociale parce qu'ils font une grosse partie de leur chiffre d'affaires pendant cette période. Alors oui, j'ai parlé à certains cafetiers, notamment des quartiers populaires, qui envisagent en fait de manifester à partir de lundi, parce qu'ils trouvent pas ça normal qu'ils ne puissent pas ouvrir, même de façon un peu ce qui s'était passé juste avant le confinement, quand les premières mesures sanitaires avaient été appliquées, où en fait les cafés d'eux-mêmes avaient été passés à des gobelets plastiques, avaient demandé aux gens de prendre des cafés à emporter plutôt que de rester sur place, juste avant le confinement. Donc beaucoup de cafés, grâce aux communes, avaient fait ces initiatives. Et là, en fait, des cafetiers me disent pourquoi on ne pourrait pas faire ça au moins juste 1 ou 2 heures juste après la rupture du jeûne et juste avant la fin du couvre-feu, juste avant le début du couvre-feu, pardon, pour pouvoir au moins avoir un revenu, pour pouvoir au moins profiter de ce mois saint, parce que c'est le mois, même s'ils sont fermés pendant la journée pour beaucoup d'entre eux, c'est quand même le mois où ils font leur plus gros chiffre d'affaires, parce que d'habitude, les cafés ouvrent donc juste après la rupture du jeûne et restent ouverts jusqu'à minuit, 2, 3 heures du matin. Et c'est aussi un vrai moment de sociabilité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent leur journée à travailler, puis après qui vont préparer le repas de la rupture du jeûne. Donc, le moment en fait pour sortir, pour retrouver ses amis, c'est dans les cafés. C'est très intergénérationnel. On peut voir d'habitude des jeunes qui jouent aux cartes, des hommes qui fument des chichas, des femmes qui vont retrouver d'autres femmes. C'est-à-dire c'est vraiment quelque chose de très culturel en Tunisie. Le café, c'est très important pour beaucoup de gens. Et donc là, c'est vrai que les cafetiers sont un peu en colère parce que beaucoup d'entre eux donc ne travaillent plus. Certains ont bénéficié des aides de l'État, mais qui restent très moindres par rapport à leurs charges. Il y en a beaucoup qui ont des crédits, qui ont des loyers à payer et qui s'inquiètent déjà parce qu'en fait, pour eux, c'est un peu le chiffre d'affaires, le ramadan. Et donc, du coup, voilà, ça sera même difficile à rattraper une fois le ramadan passé. Ouais, on va parler des aspects économiques. Un petit point quand même pour ceux qui n'ont pas bien suivi la situation au Maghreb et en Tunisie en particulier, où en est le bilan sanitaire en termes de nombre de victimes, de personnes Oui. infectées. Qu'est-ce qu'on sait? Oui.
Alors bon, bah, c'est un bilan qui, comme partout dans le monde, change chaque jour, mais là, on en est à 918 cas et 38 décès. Ça fait à peu près quelques jours qu'on n'a pas eu de nouveaux décès. Alors, il faut savoir que la Tunisie, pour l'instant, pratique très peu de tests, donc c'est pour ça qu'on n'a pas un nombre élevé de cas. Il y a eu 15 000 personnes qui ont subi des analyses depuis plus de 15 000 personnes depuis le début du confinement. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas de données épidémiologiques très précises. Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, s'il y a eu un cri d'alarme poussé par les médecins au tout début de la crise, qui voyaient ce qui se passait en Europe, là, le discours des médecins reste assez prudent, mais il témoigne quand même du fait que pour l'instant, les services de réanimation ne sont pas remplis, qu'il n'y a pas de surcharge. On n'est pas du tout dans une situation similaire à celle qu'on peut voir en Europe. Alors bien évidemment, c'est aussi parce que la Tunisie a pris des mesures de confinement très drastiques, très vite. Je crois qu'il n'y avait que 50 cas quand la Tunisie a commencé à se confiner totalement et à instaurer le couvre-feu. Donc c'est vrai que c'est assez différent des voisins européens. D'accord. Et est-ce que du coup ça a un impact sur le respect du confinement? Alors, ça a un impact parce qu'en fait, moi, de ce que j'ai pu observer, au début du confinement, il y avait une peur parce que les Tunisiens sont quand même très proches de l'Italie, de la France, culturellement. Il y a une grande diaspora aussi tunisienne qui est dans ces pays-là. Donc, les Tunisiens avaient conscience de ce qui se passait, suivaient beaucoup ce qui se passait en Europe. Et donc, dès qu'il y a eu les premiers cas en Tunisie qui étaient des cas importés, tout de suite, il y a eu une peur. Il y a eu une peur parce qu'il y a une conscience aussi de la part de beaucoup de Tunisiens que le système sanitaire, bien qu'il soit avec des médecins performants, c'est un système qui a une faible infrastructure et qui n'est pas du tout en mesure de supporter ce qui se passe actuellement dans d'autres pays. Donc, du coup, il y a eu une peur et du coup, moi, ce que je trouvais, c'est que les gens, quand même, très vite, se sont confinés. Comme je disais, les cafetiers, il y a eu l'interdiction, par exemple, des chichas. Il y en a beaucoup qui, tout de suite, ont banni les chichas des cafés. Enfin, il y a eu un peu un consensus pour essayer de respecter le confinement. Maintenant, même si le confinement est toujours un peu durci, même s'il y a certains secteurs qui ont pu reprendre le travail, on peut voir que pour des raisons économiques, c'est très difficile pour beaucoup de gens de se confiner, que par exemple là aujourd'hui, il y a beaucoup de commerçants qui sont obligés de reprendre leurs activités pour le ramadan, parce que c'est comme les cafetiers, c'est le pic de la consommation, donc c'est le moment où il faut pouvoir vendre et travailler. Le secteur aussi tout le secteur de l'informel, les vendeurs ambulants ont dû très vite aussi reprendre le travail, même clandestinement pour certains. Et puis, on observe aussi des professions, ça c'est un peu anecdotique, mais c'est intéressant, qui reprennent le travail, mais de façon très... un peu au noir, quoi. En gros, par exemple, on m'a raconté que des gens se faisaient appeler par leur coiffeur, le coiffeur du quartier, quoi, qui leur propose des coupes à domicile, donc sans réouvrir pignon sur rue, mais voilà, en faisant une petite coupe. On a eu aussi des gens qui organisaient des cafés un peu clandestins chez eux, en réunissant plusieurs personnes et en vendant les cafés. Donc ça, c'est bien sûr, c'est isolé, mais ça montre aussi les difficultés sur le long terme de respecter ce confinement. Tu évoquais le travail précaire. Il y a aussi toute l'économie du tourisme, évidemment, qui souffre du confinement. Le tourisme, c'est des dizaines de milliers d'emplois, c'est une source de devises. On va voir des images que tu as tournées à Hammamet, avec des hôtels, des cafés fermés. C'est une cité évidemment très, très touristique. Comment le choc est-il amorti jusqu'à présent? Est-ce qu'il y a des aides, comme pour les cafetiers, ce que tu évoquais? Et surtout, est-ce qu'il y a des craintes pour l'avenir de ce secteur, parce que ça va être durable, ce ralentissement du tourisme? Alors oui, c'est un secteur qui est actuellement très inquiet. Il ne le cache pas, la fédération hôtelière a dit que c'était quand même très, très sûr pratiquement qu'il n'y aurait pas de reprise du tourisme en été. Donc, les hôteliers, en fait, sont un peu entre deux positions parce qu'ils sortent d'une basse saison. Donc, ils ont déjà des problèmes de trésorerie. Qui normalement sont comblés par toutes les réservations qui sont faites sur Booking, etc., pour les vacances de Pâques, pour les vacances d'été. Et donc là, tout ça, évidemment, n'a pas lieu. Donc, il y a déjà ce problème-là, ce problème de trésorerie, et ils ont plus ou moins, ils sont en train de négocier avec l'État pour avoir un peu, comme d'autres entreprises, des échelonnements de paiement, des reports, etc. Et puis, il y a la question des salariés.
tous les hôteliers sont dans le même cas de figure que beaucoup d'entreprises du secteur privé. S'ils avaient de quoi plus ou moins couvrir les salaires de mars et de début avril, ils ne pourront pas en fait aller au-delà. C'est-à-dire beaucoup disent on peut pas payer mai, juillet, août. Et c'est vrai qu'en Tunisie, c'est pas comme en France au niveau du code du travail. Il y a pas vraiment cette notion de chômage partiel. Il n'y a pas vraiment de couverture sociale pour tous les travailleurs saisonniers, qui sont aussi des fois dans une forme de précarité. Donc pour l'instant, c'est assez difficile de savoir comment ce secteur va se relever, sachant aussi que c'est un secteur qui contribue actuellement beaucoup à aider au confinement, puisqu'en fait, les hôteliers mettent à disposition depuis le début du confinement gratuitement des chambres d'hôtel pour les Tunisiens qui sont rapatriés de l'étranger. Donc, il y en a à peu près 18 000 qui ont été rapatriés jusqu'à maintenant. Et les hôteliers ont mis, je crois, à disposition près de 6 000 chambres. L'État voudrait qu'ils en mettent au moins 15 000. Et ça, c'est une initiative assez collective. Et c'est vrai que, du coup, ils sont très engagés depuis le début de la crise dans ce confinement un peu décidé par les autorités pour les gens qui sont rapatriés, pour éviter justement les cas importés. Et ils souffrent aussi un peu de ça aussi parce qu'ils se retrouvent à gérer des gens qui reviennent, qui sont obligés de se confiner, qui peuvent pas être dans leur famille, donc du coup qui sont pas contents. Le service de nourriture n'est pas assuré par les hôteliers, c'est assuré par l'État, donc pareil, ça peut causer des fois des différends avec les personnes qui logent dans ces hôtels. Donc c'est un secteur qui actuellement est assez éprouvé. Mais c'est un secteur aussi qui est très résilient, si je peux conclure là-dessus, parce qu'en fait, c'est un secteur qui a beaucoup subi depuis la Révolution. Il y a eu des années très noires, juste après les attentats, notamment de 2015 à Sousse et au Bardo. Il y a eu beaucoup de saisons qui ont été très, très difficiles pour le secteur touristique. C'était que depuis l'année dernière qu'il y avait une vraie reprise et qu'on pouvait vraiment observer une bonne saison. Donc, c'est vrai que c'est un secteur qui, aujourd'hui, subit, mais qui a aussi une forme de résilience. Alors, la Tunisie, si on parle du volet économique, est aussi prise depuis de longues années dans une spirale de la dette. Il y a quelques jours, c'était un peu avant la mi-avril, le FMI, le Fonds monétaire international, a décidé d'un super prêt, d'un prêt d'urgence en raison de la crise. Voilà, l'action du FMI est souvent sujette à controverse. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette action-là et sur comment elle est reçue sur place ? Alors c'est vrai que cette aide a été bien reçue parce que c'est une aide qui est arrivée vraiment à un moment où la Tunisie en avait besoin. C'est 745 millions de dollars qui vise surtout en fait à payer une partie du budget, à aider aussi le secteur de la santé qui, comme je te l'ai dit tout à l'heure, est assez faible en ce moment pour faire face à la pandémie. Donc, c'est un prêt qui a été bien accueilli, mais c'est vrai que certains économistes commencent déjà à anticiper un peu l'après. L'année 2020, c'était le début en fait c'était l'année où la Tunisie devait commencer à rembourser les premiers prêts qui ont été faits ces précédentes années par le FMI. Donc, il y a une inquiétude de soutenabilité de la dette tunisienne, c'est-à-dire parce que le pays est déjà très endetté, c'est plus de 20 milliards d'euros en 2018, la dette tunisienne. Donc, du coup, là, il y a déjà une inquiétude de savoir comment en fait gérer l'après-Covid-19. Une dernière question sur le climat politique, parce que c'est particulier, tu en parleras mieux que moi, mais que ce soit le président ou le Premier ministre, ils sont un peu en dehors des grands blocs de partis qui structurent l'Assemblée nationale. Oui. Du coup, comment ça se passe dans la gestion de crise ? Alors, en fait, depuis que Elias Farfer a été nommé c'est le Premier ministre. Le Premier ministre, oui, a été nommé chef du gouvernement, avec un vote à l'Assemblée qui était un peu un vote de la dernière chance, puisque c'était la seule option en fait pour le Parlement. Sinon, le président pouvait carrément dissoudre le Parlement et réorganiser de nouvelles élections. Donc, c'est vrai que c'était pas forcément le choix de tous, mais c'était un choix qui a quand même fait consensus lors du vote. En fait, depuis qu'il est en exercice, c'est vrai que je trouve que politiquement, le climat s'est un peu apaisé. Il y a toujours des problèmes au niveau de l'Assemblée, dans les débats parlementaires, parce que c'est, comme tu l'as dit, une Assemblée très morcelée, avec aucune majorité politique réelle. Mais c'est vrai que avant en fait, le confinement et avant la crise sanitaire, l'actualité politique faisait énormément les unes de la presse en Tunisie. Et là, on voit qu'il y a quand même un apaisement assez général. Il y a moins de
scandale politique, on va dire, entre partis. Je pense aussi parce que voilà, la priorité n'est pas là. Et puis on voit que les prérogatives se répartissent plutôt bien, c'est-à-dire que le président de la République, qui est quand même quelqu'un d'assez atypique, gère vraiment la crise avec son Conseil national de sécurité. Donc c'est lui voilà, qui décide du prolongement du couvre-feu, du prolongement du confinement. Et puis après, évidemment, c'est le chef du gouvernement qui annonce les mesures avec les différents ministères. Donc pour l'instant, en fait, il n'y a pas réellement en tout cas officiellement, il n'y a pas réellement de contradiction entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Et puis, je pense qu'il y a un consensus un peu général pour essayer de faire une trêve politique pendant cette période. Très bien, écoute, merci Lilia d'avoir pris le temps, d'avoir fait tout ce point-là pour nous. On te remercie et puis de mon côté, j'annonce la minute détente. Elle est assurée aujourd'hui par Laura Calu, une humoriste qui s'est mise dans la peau d'un personnage qui s'appelle Arnaud Valouin, un complotiste persuadé que le Covid-19 a été créé par les reptiliens. On regarde. Alors moi je m'appelle Arnaud Valouin, et c'est pas mon vrai nom, je donne un pseudo parce qu'après sur Bretou ou quoi, vous savez, ça va vite. Bien sûr que le coronavirus a été fabriqué dans un labo. Alors pour ceux qui continuent de dire non, c'est pas vrai, c'est un virus naturel, là, les scientifiques, patin coup fort, j'ai toutes les preuves, je vais vous montrer. L'épidémie du Covid, elle est comment depuis le début? Pyramidale. Pyramide. Les pyramides qui sont créées par qui? Par ceux-là. Ceux d'en haut. Et c'est qui ceux d'en haut? C'est les mêmes. Les pyramides, la disparition d'Elvis Presley, Covid-19, la même personne. C'est qui? Les reptiliens. Katy Perry, Beyoncé, Emmanuel Macron, Whitney Houston, Michael Jackson, Barack Obama. Tous ces mêmes. Les reptiliens. Ils sont arrivés sur Terre, ils ont désingué tous les dinosaures, ils sont là depuis le début. Moi je vais te dire, c'est pas des scientifiques qui ont créé le virus. Ça a été fait dans des labos, oui. Mais pas par des scientifiques. Tu supprimes les 2 premières lettres, ok? Tu supprimes. La dernière lettre, il reste quoi? Croc. Qui a des crocs? Les reptiles. À la ville de la Nation ont également clos leurs portes. Regarde-moi la couleur de ses yeux. Regarde-moi la ligne d'or de ses dents. Et regarde où son regard, sa pupille, qui est censé regarder en face, puisque normalement il y a un prompteur. Rien du tout. Là, il a repéré un moucheron. Un reptile. Ça te rappelle personne, ça? Qu'est-ce qui dépasse quand on met un masque? Les yeux? Ça te parle, l'Illuminati? Tu sais qui c'est ce bonhomme? C'est le dieu chauve-souris, vénéré par les Mayas. Et attends, c'est pas n'importe quel dieu. C'est le dieu de la mort et du sacrifice. Ça rentre dans la tête là-haut. Et alors ce que je te dis, c'est pas des sornettes, hein. Attends, si t'es pas content, tu vas vérifier sur internet, hein. Tu veux des preuves? Viens voir, viens voir. Il écrit quoi là? Il écrit 20, ok? 20, ça te rappelle quoi? 2020. Et à la lumière, plus 20, 2020. Tu plies ton billet en 2. Jusqu'ici tout va bien, tu le replies en 2. Tu le replies en 2. Et qu'est-ce qu'il nous reste? L'Italie. Tout le monde est de mèche. La police est de mèche, les gouvernements sont de mèche, tout le monde est de mèche. Attends, viens t'asseoir parce que là, faut que tu sois bien assis. Est-ce que t'as entendu parler de l'affaire Mang Zaodu? Le mec a été capturé et violé par des extraterrestres. Et ça, c'est une histoire vraie, c'est prouvé. Mais alors pas n'importe comment, le mec était en lévitation, quoi. T'imagines le truc. Alors évidemment, ça a été prouvé parce que ça a été étudié par l'université. Tu sais où c'était? À Wuhan. Les extraterrestres. Capturation. Wuhan. Xi Jinping, président chinois. Il est né le 15 juin 1953. 10 ans après, jour pour jour, 15 juin 1963, l'ouverture du premier carrefour. Coïncidence? Je pense pas. Des millions de personnes dans le monde Tout est là. pensent que nous avons reçu par le passé la visite de créatures extraterrestres. Évidemment. Et si c'était vrai? Et c'est vrai. Les aliens nous ont-ils aidés à forger notre histoire? Tout! Les pyramides, tout! Et ça c'est génial, c'est un chef-d'œuvre. Y a pas de hasard. Tu as connu cette phrase? Moi, ma mère, elle m'a toujours dit, dans la vie, y a pas de hasard. Elle a raison. Quand je dis qu'aujourd'hui, y a encore des gens qui croient que les Américains ont marché sur la Lune, que la Terre est ronde. Là, moi, je vais te dire un truc. Si on est confiné, c'est uniquement parce qu'ils ont ouvert des portails intergalactiques absolument partout. À chaque coin de rue. Ils sont partout. Ils sont partout.
Bonjour à toutes et à tous. C'est un nouveau rendez-vous régulier que je vous propose à l'air libre à partir d'aujourd'hui. Il va s'appeler les voix de la solidarité. Il s'agit tout simplement de tendre un micro à celles et ceux qui, en ce moment, s'organisent, qui s'activent, qui aident les autres. Leur donner le temps de nous raconter leur mobilisation, leurs histoires et aussi leur colère. Il y a de quoi en ce moment. Nous essaierons de le faire régulièrement. Alors, si vous avez repéré une initiative, si vous êtes vous-même très actif, que vous faites ça pour répondre à l'urgence, pour changer le monde, ou bien les deux, témoignez, écrivez-nous à alairlibre@mediapart.fr. Comme l'ont fait d'ailleurs certaines des invités de ce jour, invités EES, 4 femmes. Bonjour à vous 4. Véronique, vous habitez dans le Val-de-Marne. Vous avez créé en quelques semaines un véritable atelier de 50 couturières confinées pour confectionner des surblouses pour les soignants. Bonjour. Bonjour. Nadège Salin, vous nous parlez depuis Morlaix dans le Finistère. Vous animez un réseau solidaire de distribution de nourriture pour les soignants et tous les gens qui continuent à travailler, que vous appelez les héros. C'est comme ça que vous les qualifiez. On en reparlera. Elsa Cartoubi à Aubervilliers. Bonjour. Bonjour. Vous faites partie d'un réseau très actif en Seine-Saint-Denis qui prépare des plats pour les soignants, mais aussi désormais les familles de plus en plus nombreuses à avoir besoin d'aide dans ce département très touché par la crise actuelle, le plus pauvre de France, on le rappelle. Enfin, Tania, vous faites partie du collectif Solide 19, solide comme solidaire à Pantin, dans le même département de Seine-Saint-Denis. Bonjour. Bonjour. Ce collectif fait beaucoup de choses, mais notamment de la distribution de produits de première nécessité, alors que la demande explose en ce moment. Alors, on va d'ailleurs regarder ces images pour commencer ces derniers jours, distribution de produits alimentaires et de première nécessité à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, organisée par le Centre social Tout Couleur et l'organisation Assez le Feu. On regarde. Les mecs qui vont jouer au pro, c'est ça. Il y a une bonne vision. Ah oui, exactement. Ils en ont parlé là, les enfants. On fait les coups. Ouais, on a la visibilité. Il y a le maestro. Il y a le maestro à Montfermeil, on peut dire ce qu'on veut. Il y a tout le monde avec nous. Non, c'est pas ça, il y a des éducateurs pour Voilà des images qu'on retrouve sur la page Facebook du collectif Assez le Feu, organisé par Mohamed Meshmash, le collectif de Mohamed Meshmash, qu'on salue d'ailleurs chaleureusement. Avant de parler plus en détail avec chacune d'entre vous, je voudrais vous poser d'abord une question pour commencer. En ce moment, vous êtes plutôt dans quel état d'esprit? Est-ce que c'est la tête dans le guidon, vu les urgences, et vous ne pensez pas à autre chose? Une forme de satisfaction de voir que la solidarité, même dans des circonstances difficiles, peut s'organiser? Ou bien vous êtes en colère? Tania? Écoutez, je pense qu'on est plutôt première et troisième proposition, à la fois un peu la tête dans le guidon par rapport à l'urgence qu'on doit gérer, et puis en même temps extrêmement en colère parce qu'on se rend compte que les besoins explosent totalement et qu'il y a toute une partie de la population qui bascule dans une extrême précarité. Voilà, donc je pense que c'est plutôt le mélange de ces deux sentiments. On va y revenir. Elsa? Les trois, et ça dépend à quel moment de la journée. Les journées étant bien longues, on a un petit panel, on peut même faire en dents de scie, passer de l'un à l'autre sans souci. Il y a effectivement une incroyable mobilisation qui fait du bien et qui fait plaisir, mais ça n'efface pas tout le reste et toute la colère qu'on peut avoir vis-à-vis des choix qui sont pris, des choses passées et de ce qu'on craint pour l'avenir. Nadège, dans le Finistère. Alors toujours pareil, les trois, mais c'est vrai que là il y a quand même un peu plus du troisième, c'est-à-dire de la solidarité c'était la cola la troisième, mais le deuxième, la solidarité qui fait chaud au cœur et qui vraiment motive et qui permet aussi de se dire que peut-être qu'on peut agir différemment et avoir un petit côté de résilience après ce confinement qui nous restreint sur tous les liens sociaux, quoi. On peut expliquer aussi que vous êtes dans des départements, les unes et les autres assez différentes, entre la Seine-Saint-Denis et le Finistère. L'impact du coronavirus n'est pas le même, la précarité n'est pas la même aussi, et donc on peut aussi avoir des regards aussi différents en fonction de ces expériences-là. Et Véronique?
Véronique, elle est très en colère et je fais le porte-voix de tous mes bénévoles. On est confronté toujours à des soignants qui travaillent dans des conditions déplorables et donc effectivement la colère prend le pas. Ensuite, c'est un très beau réseau de solidarité qui se met en place et ça c'est merveilleux. On fait de belles rencontres, donc c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Merci pour ce premier petit tour de table, Tania. Je vais revenir avec vous, Tania, donc de Solid 19, organisation à Pantin. C'est un collectif, on va dire plutôt interassociatif. Hein. On a vu les files d'attente là à Clichy-sous-Bois pour la distribution de nourriture, notamment le week-end dernier. Ces files d'attente pour les produits alimentaires, pour les produits de première nécessité, c'est devenu votre quotidien de bénévole à vous? Ouais, écoutez, nous, on a commencé alors je précise juste, c'est un collectif d'associations, pantinoises effectivement, mais qui a été, qui est composé aussi d'habitants, désormais une 50aine d'habitants, qui s'organisent par quartier. En ce qui concerne les files d'attente, oui, c'est complètement impressionnant. C'est-à-dire que concrètement, on a commencé à intervenir en distribution alimentaire il y a environ 3 semaines et en 3 semaines, on a déjà livré 255 colis, qui représente environ 220 foyers. Donc voilà, il y a une partie des foyers qui commencent à être de nouveau réapprovisionnés. Donc oui, c'est le style de besoin qu'on retrouve à Clichy. Enfin, en tout cas, on a cette même perception d'une explosion des besoins alimentaires. Quelles sont les images que vous avez en tête? Racontez-nous justement pour nous expliquer ce qui se passe, ce qui se joue. Est-ce qu'il y a des histoires, des images qui vous ont marqué ces dernières semaines? Écoutez, il y a plusieurs images. Je pense, il y a plusieurs choses en fait qui se jouent. Effectivement, il y a toute la question de l'organisation de la solidarité spontanée qui grossit. Et donc ça, ce sont des images assez émouvantes. Par exemple, hier, on avait 2 collectes de quartier, c'est-à-dire qu'en fait, on a commencé par avoir simplement des dons de particuliers, puis ces mêmes personnes ont commencé à collecter dans leurs immeubles, puis ensuite ont tapissé leur rue pour appeler à la collecte dans leur rue. Et puis en fait, là, hier, par exemple, on a eu 2 collectes carrément de 2 quartiers de Pantin. Voilà, donc ça, ce sont des images impressionnantes parce qu'en fait, on voit arriver une 50aine de personnes par point de collecte qui arrivent avec des sacs immenses de produits d'hygiène, de produits pour bébés, évidemment de produits alimentaires. Donc là, c'est des histoires... c'est assez émouvant et rassurant en fait cette capacité d'action. En même temps, il y a d'autres histoires, des histoires aussi où on a le téléphone qui sonne 35 fois par jour avec des situations invraisemblables de rupture de droit et de personnes qui nous demandent si par hasard on pourrait leur fournir du savon, du dentifrice. Voilà, des choses qui sont nécessaires. Qui sont nécessaires en première analyse, quoi. Donc voilà, c'est tout un mélange d'histoires. Elsa Cartoubi, vous êtes aussi en Seine-Saint-Denis, à Aubervilliers. Quels sont au début, je crois que vous avez commencé avec votre collectif à faire de la cuisine pour les soignants et que finalement, aujourd'hui, vous vous retrouvez à faire de la cuisine pour plein de types de publics, ce qui décrit aussi finalement l'évolution de la situation et de l'explosion de la précarité et des situations difficiles. Racontez-nous un petit peu. Tout à fait. Au début, c'était vraiment l'idée de voir un peu tout ce qui se passait sur le territoire. Donc, à titre personnel, on a un peu chacune dans l'association commencé à intégrer des dispositifs. Et effectivement, moi, j'ai démarré avec un groupe d'habitantes entre Saint-Denis et Aubervilliers qui ont souhaité venir en aide aux soignants suite à un appel qu'ils avaient fait sur les réseaux. Et après, en découvrant toute l'ampleur des dégâts et voyant un peu tout ce qui se fait, on s'est dit que malgré toutes les initiatives, il fallait aussi qu'on s'y mette. Et on a lancé effectivement une cuisine solidaire. Et là, on vacille entre la cuisine, les paniers, en fonction des besoins. On rebondit pas mal, en essayant de rester toujours en contact avec ce qui se fait pour que ce soit optimal, mutualiser un maximum. Et ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous constatez justement à votre niveau? Comment vous voyez l'expansion, si je puis dire, de cette crise sociale en ce moment? C'est pas très gai. Forcément, il y a Aubervilliers, je sais plus à quel niveau nous sommes, mais on a été la ville la plus pauvre. On est encore pas très loin du top 50. Et malheureusement, plus ça va et moins
moins ça va. Ça ne fait qu'amplifier. Il y a forcément les personnes qui étaient à la limite. Il y a toutes les personnes qui étaient déjà dans les réseaux de centres sociaux, des réseaux d'aide au quotidien. S'accumulent les personnes qui le deviennent et s'accumuleront aussi les personnes qui vont le devenir, puisque c'est pas au déconfinement que tout va s'arrêter, au contraire. Voilà, c'est vraiment une question d'accumulation. Et il faut pas oublier que ça, c'était déjà présent et ça ne fera qu'amplifier là. Est-ce que vous avez des histoires à partager de récits, de choses que vous avez pu constater récemment qui vous ont étonné et qui montrent justement l'extension de ces difficultés? J'ai pas d'anecdotes particulières. C'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de rencontres. Enfin, en fait, de la même façon qu'on le faisait dans nos projets au sein de l'association, qu'on défend le fait de faire rencontrer des gens qui se seraient pas croisés dans leur quotidien. Là, ça arrive de façon assez intense. Donc voilà, on a des milliers de nouvelles rencontres, donc forcément de nouvelles histoires. Pas toujours très gaies, mais il y a aussi des personnes qui sont très touchantes et qui apportent en une seconde et un sourire et un merci beaucoup d'apaisement aussi dans une journée. Et ces personnes commencent à s'aider les unes envers les autres. Les personnes qu'on livre commencent à fabriquer des masques, commencent à faire aussi des dons autres de ce qu'ils peuvent, parce que c'est important pour eux. C'est pas des personnes qui sont forcément habituées à ça, même si je pense qu'on s'y habitue pas vraiment. Mais voilà, il y a aussi besoin pour ces personnes qui sont aidées d'aider aussi en retour. On va partir avec vous, Nadège, dans le Finistère. Donc, vous avez créé un groupe Facebook qui s'appelle La Crampouse Héros. Alors, la crampouse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la crêpe en breton. Moi, j'ai appris ça hier en vous parlant. Des crêpes des crêpes et des pâtisseries, on va dire, au début, faites pour les soignants, mais pas seulement, pour aussi les gens qui continuent à travailler en ce moment. Comment on constitue un réseau de solidarité comme ça? Parce qu'on va voir des images. En gros, c'est vous encourager les gens à tout simplement à cuisiner pour les uns et les autres. Voilà, comment ça se constitue un réseau comme ça? Alors, déjà, c'est avec des amis, on a commencé à faire ce groupe-là. C'est une amie à moi qui, avec ses filles, a fait des crêpes pour une collègue qui est dans le secteur médico-social et qui se retrouve loin de sa famille pour justement la protéger et qui se retrouve à faire des heures supplémentaires. Et du coup, cette amie-là m'a envoyé une photo de ses crêpes et de ses dessins. J'ai trouvé ça super touchant et du coup, là, je me suis dit qu'il fallait absolument faire un groupe. Et donc, avec les amis, on a commencé à créer ce groupe et on ne pensait pas que ça allait prendre une telle ampleur puisqu'aujourd'hui il y a 6300 membres et il y a des centaines et des centaines de dons qui se font chaque semaine et c'est simple, le but c'est que ce groupe-là c'est une sorte de plateforme de partage et d'échange entre les confinés, ceux qui ne savent pas quoi faire et qui se retrouvent un peu chez eux à ne pas savoir que faire pour soutenir aussi ceux qui sont dans l'embarras et qui se trouvent en difficulté et qui ne savent pas que faire de leur temps et les personnes qui se mobilisent au quotidien pour nous, nos héros, qui sont parfois aussi des professions en mal de reconnaissance et donc du coup c'est leur dire merci et de s'entraider et d'apprendre un peu à se connaître aussi malgré qu'on est sur un confinement, donc une absence de lien. On utilise le réseau social pour se créer du lien et puis voilà, on respecte aussi les règles d'hygiène et de sécurité de confinement et en fait les confinés déposent le colis devant chez eux. C'est intéressant parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui peuvent considérer que parce qu'ils sont confinés, ils sont confinés. Et donc, du coup, c'est difficile d'agir. C'est votre enseignement, c'est qu'on peut être chez soi et quand même faire des choses qui améliorent, qui sont des initiatives solidaires. C'est ça. En fait, c'est des petits gestes gratuits, en fait, vraiment généreux. C'est parti juste pour soutenir, donner un peu de réconfort, parce que c'est vrai que nous, on est un peu protégés quand même dans le Finistère. On n'a pas, les soucis qu'on a eu dans l'Est de la France. Et c'est vrai qu'au début du confinement, on a eu tous très peur en France quand il y a eu le message. On ne savait pas trop ce que ça allait devenir. Et puis, du coup, il y a eu beaucoup d'empathie au niveau des soignants. Et puis, petit à petit, on découvre que, en fait, il n'y a pas que les soignants aussi, même s'ils sont en première ligne et tout ça. Mais il y a aussi les agents de collecte, les caissiers,
les vétérinaires, enfin bon, tous ces gens-là qui sont essentiels dans notre société et qui sont parfois pas reconnus. Et donc là, c'était l'occasion de dire merci parce que c'est eux qui sont mobilisés là et qu'on demande de venir bosser et pas se protéger, quoi. Du coup, ils se mettent aussi en danger, c'est leur famille. Donc voilà. C'est des héros, mais on pourrait dire que c'est aussi des gens tout simplement contraints d'aller bosser. C'est pas aussi c'est aussi ça, non, quelque part. Ouais, mais moi j'aime bien le terme. Il y a un système derrière, quoi. Ouais. J'aime bien le thème héros parce on voit toujours le héros en Superman, prêt, voilà. Sauf que quelque part, on vit pas dans un monde où il y a des pouvoirs magiques. On vit dans un monde, par contre, où il y a un agent de collecte qui se lève tous les matins, qui vient prendre nos déchets et qui est essentiel. Et du coup, c'est vrai qu'on les remercie pas. On est dans une société où on remercie, on met à l'honneur les gens qui donnent de l'argent, qui font de l'argent, et pas forcément ceux qui sont dans le côté aide collective ou bénévole, etc. Qu'on redécouvre d'ailleurs, c'est comme si beaucoup de gens redécouvraient les métiers qui tiennent la société finalement en ce moment. Beaucoup de ces métiers étant bien sûr faits par des femmes en situation de précarité, c'est souvent le cas. On en a parlé d'ailleurs cette semaine dans l'émission. Véronique, Nadège a dit il n'y a pas de baguette magique, mais enfin vous avez quand même réussi en quelques semaines à faire quelque chose d'assez exceptionnel. Vous n'êtes pas couturière à la base et pourtant maintenant vous êtes en train d'organiser le travail de 50 couturières dans le Val-de-Marne, je crois. Vous avez organisé une sorte d'atelier confiné, décentralisé, on va dire. Qu'est-ce que vous retenez de tout ça? Hier, vous m'avez dit ce que vous avez dit tout à l'heure aussi au début de l'émission, c'est quand même on fait le boulot que d'autres auraient dû faire. Absolument. Donc nous, c'est parti, l'initiative est partie d'un appel vidéo que j'ai vu sur Internet d'une infirmière qui disait « mais au secours, on est obligé de travailler avec des sacs poubelles ». Et là, on se dit, au jour d'aujourd'hui, dans notre société, c'est juste pas normal. Donc c'est parti l'initiative toute bête au départ qui était de dire « on peut transformer des chemises d'hommes en surblouses ». Donc j'ai piqué toutes celles de mon mari qui prend sa retraite. Donc on les a transformées au départ et puis petit à petit ça a fait boule de neige. Aujourd'hui donc on a 50 cousets et cousettes. Donc on part de 19 ans, 27 ans jusqu'à 88 ans. Et chacun dans son coin coud au profit donc des soignants, alors que ce soit des libéraux ou des systèmes hospitaliers. Alors, vous demandiez tout à l'heure ce qui nous mettait en colère. Moi, quelque chose aussi qui me met en rage, c'est de voir que dans la situation actuelle, on a encore des hôpitaux qui se cachent derrière les protocoles et des normes. Donc, leurs soignants appellent au secours pour être protégés et les soignants se font taper sur les doigts parce qu'ils nous ont demandé des blouses alors que on n'est pas sûr que nos blouses, elles répondent à la norme 99 bis, etc. Donc, ils n'ont pas le droit de nous les demander. Donc, c'est quand même un petit peu rageant parce qu'ils ont un vrai besoin de se protéger. On n'est pas parti dans n'importe quoi. Au départ, on a fait attention. On s'est rapproché d'hygiénistes des hôpitaux pour être sûr que ce que l'on cousait correspondait à la norme. On a aujourd'hui produit 1780 blouses et 1960 coiffes. Donc, au départ, en demandant des chemises. Ensuite, on a utilisé des draps réformés de l'hôtellerie. On a l'association d'Anne Roumanov qui nous a aidés, qui nous a envoyé du tissu. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un bel élan de solidarité. On a, par exemple, au début, nos couturières coupées à la main. Donc, je vous laisse imaginer 1000 blouses coupées à la main, c'est une horreur pour les doigts. Donc, maintenant, on a une société qui s'appelle TechSteven. Vous avez vu les photos qui nous découpent des matelas entiers. Donc, on coupe les blouses. On a déjà montré. On coupe les blouses par 250. Et donc, du coup, nous, au niveau de mon domicile, donc à Noiseau, on prépare les packs pour l'ensemble des infirmières, des couturières. On a un agent de liaison, Flo 007, qui va déposer à chacune le travail à faire et on récupère le travail fait et on redispatche ensuite aux soignants. J'ai une question à vous poser, les autres, Véronique, par exemple. Est-ce que vous étiez, je sais pas, comment c'est venu cette volonté de s'engager? Est-ce que vous aviez déjà une expérience en la matière? Est-ce que ça vous donne envie après? Est-ce que ça vous a sensibilisé sur des problèmes qui se posaient dans notre société? Est-ce que ça vous donne envie
après de continuer à faire ça, de faire autre chose. Tout le monde parle du monde d'après en ce moment. On ne sait pas très bien ce qu'on met derrière. Qu'est-ce que ça vous inspire? Bah, le monde d'après, déjà, je pense qu'on va peut-être repenser à nos manières de consommer. On voit que le jetable a ses limites. Nous, on a un directeur d'EHPAD qui est parti acheter une machine à laver en se disant bah, les blouses que vous me donnez, il faut qu'elles durent. Et on va laver, on va faire en sorte qu'elles puissent être remises dans le système. Donc, le monde d'après, il est peut-être aussi à réfléchir, à remettre certains métiers à l'honneur, la couture, tous ces métiers-là qui étaient un peu tombés en désuétude. Hein. On fait de la couture en loisir, mais on se rend compte qu'il y a un vrai besoin, il y a un vrai besoin de ces compétences-là. Tania et Elsa, vous qui êtes dans une situation d'extrême urgence en Seine-Saint-Denis, comment vous voyez ces questions de est-ce que ça construit des choses positives pour l'avenir ou est-ce que finalement on n'en sait rien et qu'on peut finalement plutôt craindre le pire? Alors, nous, là, en gros, le truc, c'est que pour l'instant, on n'en est pas vraiment au monde d'après. On est déjà dans la gestion des conséquences créées par le monde d'avant. Et effectivement, s'il y a quelque chose que ça révèle, c'est que ça révèle ça révèle la place qu'avait le travail informel et le travail hyper précarisé comme modalité de subsistance massive dans les quartiers populaires. Ouais. Donc là, déjà, on est plutôt sur une situation de révélateur. C'est-à-dire les gens n'ont plus de revenus et donc du coup, c'est l'effondrement. Il y a un effet de bascule en fait. On était dans un système de débrouille où les gens réussissaient à s'en sortir. Et là, l'interruption, le confinement et l'interruption des activités au niveau au 16 mars a plongé en fait. Et là, c'est là que je voudrais revenir sur quelque chose au niveau des questions des budgets. C'est-à-dire qu'on a énormément pensé, on a parlé en fait de l'augmentation des budgets alimentaires, c'est évident. Mais en fait, les raisons pour lesquelles les personnes actuellement ont recours à de l'aide en produits de première nécessité et en alimentaire, c'est aussi parce que l'alimentation est devenue le budget d'ajustement, en fait, la variable d'ajustement d'un budget contraint et qui est contraint par des choses qui sont incompressibles, comme les loyers, les factures, les charges, ce genre de choses. Et donc, du coup, ce que ça démontre aussi, c'est que si on soulageait ces dépenses-là, les gens, en fait, ils n'auraient pas la nécessité d'aller de faire appel à l'aide alimentaire. Donc là, ça c'est une question d'urgence, de monde de maintenant, en rapport avec le monde d'avant. Sur le monde d'après, ce que ça produit, c'est, je pense qu'il y aura plus de possibilités les choses qui étaient invisibles ont été visibilisées sur les questions des inégalités, c'est clair, une connaissance de son territoire de proximité qui a aussi énormément d'impact et de potentialité, la capacité d'organisation des réseaux et donc je pense qu'il va falloir en fait non pas spontanément attendre que les potentialités de cet événement historique arrivent, mais par contre il va falloir aller chercher les potentialités de cet événement historique et c'est comme ça qu'on va construire en fait le monde d'après. Je pense à peu près comme ça. Ouais, mais vous n'étiez pas, par exemple, vous m'avez dit hier, vous n'étiez pas forcément très engagé localement avant. À Pantin, je n'étais pas très engagée. Je suis arrivée il y a 1 an et demi et mes activités bénévoles associatives se concentraient plutôt dans le 20e arrondissement de Paris. Mais là, il se trouve qu'on est confiné ici, donc on fait là où on est. Elsa, sur ces questions-là, est-ce que c'est quoi? C'est sur cette question de l'urgence qui est partout, en fait. Tout à fait, et je rejoins Tania, ça a très rapidement fait amplifier les stéréotypes qu'on a sur nos territoires, ça a renforcé les inégalités et c'était assez dur de voir que forcément de placer l'échelle de l'argent avant l'échelle humaine, de la valeur humaine soit encore d'actualité. Pour le futur, on aimerait bien que les 108 millions des amendes aillent directement pour des causes dont on parle depuis plusieurs années maintenant. Les amendes de verbalisation quand on ne respecte pas le confinement. Hein, tout à fait, ouais. Et puis, on a quand même un nombre incroyable de personnes qui est sorti dans la rue et c'était pas pour rien. On a la preuve que... contre les retraites, ou les gilets jaunes, voilà. Voilà, tout à fait. Toutes ces démarches de mobilisation. Et voilà, il faut maintenant passer le cap de ne pas avoir besoin de prouver quoi que ce soit. C'est quand même acté par des milliards de chiffres. Et, donc il y a un fil à tirer, est-ce que ça vous voulez dire? Il y a un fil à tirer pour la suite. Tout à fait. Continuer de s'organiser. Exactement. Ouais. Et est-ce que là-dessus, je sais pas, Nadège par exemple, vous voulez réagir?
Oui, bah oui, parce que c'est vrai qu'il y a le monde d'avant aussi, ou qui était au niveau social très en difficulté. Enfin, moi, je suis travailleur social aussi. Les associations, il y a eu des pertes de budget, enfin des diminutions des budgets alloués aux associations qui mettent aussi en difficulté tout ce qui est accompagnement social. Donc c'est vrai qu'avant le confinement, les populations qui étaient fragilisées l'étaient déjà beaucoup et qui, j'imagine, l'ont été encore plus avec le confinement. Et voilà, penser aussi pour toutes les femmes victimes de violences et les familles qui Bien sont sûr, dans. on en a parlé à l'air libre. Et voilà, et du coup, moi, je sais que voilà, j'ai travaillé dans l'Oise et tout ça, et donc c'est vrai que il y a ce côté aussi des urgences, de pouvoir être logé, hébergé en urgence dans des hébergements d'urgence. Ça peut être compliqué parce que les places sont du coup fixes, parce qu'il faut pas. On en a parlé dans Mediapart, en effet. Oui, voilà, c'est ça. J'ai une petite question pour terminer, parce qu'on approche de la fin déjà. Il y a beaucoup de gens, en effet, on a dit, qui sont chez eux ou alors qui n'ont pas l'habitude de s'engager. Et je voudrais qu'on termine sur une note sans nier évidemment tout ce qu'on a dit, qui est sur l'explosion des difficultés sociales et la révélation plutôt des difficultés sociales. Pour les gens, en une phrase ou deux, comment on peut convaincre les gens en ce moment, de s'organiser, de prendre des initiatives? On voit bien qu'il y a beaucoup de besoins qui peuvent être comblés aussi si les gens s'organisent, font des choses. Le fait de les empêcher de sortir a énormément fait bouger ce type de personnes qui sont justement pas forcément dans ces initiatives. Il y a eu, voilà, pour en avoir parlé un peu avec les différents bénévoles, pour les nouveaux, il y a aussi une réalité. Ils se cachent pas de dire que c'est parce qu'ils avaient besoin d'un cadre, qu'ils avaient besoin de recréer du lien social et que voilà, ils étaient peut-être toujours un peu sur l'hésitation, mais ça les a convaincus. D'accord. Grandement. Donc, si vous voulez vous faire des amis ou trouver des gens ou trouver un peu de chaleur humaine, allez-y. C'est déjà un bon argument. Tania? Je pense aussi sur les questions de conviction, de basculer, de faire un passage à l'acte comme ça dans l'engagement. Je pense que la suspension un peu des activités professionnelles ou en tout cas du cadre extrêmement, enfin pour certains bien sûr, je parle pas des personnes qui sont au front en première ligne, mais pour les autres, je pense que la suspension de ces contraintes professionnelles a pu aussi être une occasion, enfin je sais pas, de peut-être essayer de s'investir dans d'autres activités ou en tout cas de s'investir localement ou d'avoir un rapport vraiment beaucoup plus, surtout dans une mégalopole comme le Grand Paris. Je pense que le rapport à l'espace aussi a joué les rapports de voisinage. Donc ça, c'est peut-être sur espèce d'effet d'aubaine, d'opportunité de l'engagement de la crise. Mais par contre, j'ai pas l'impression que l'action citoyenne. Premièrement, j'ai pas l'impression qu'il faille vraiment convaincre individuellement les gens de s'engager. Les personnes présentes ici témoignent en fait de ce rapport assez immédiat à l'engagement. Par contre, je suis pas certaine non plus que l'action citoyenne de la société civile doive pallier les lacunes et les manquements de l'action publique, ou ne le peuvent dans la durée, ne le peuvent pour avoir une efficacité globale, générale, vis-à-vis des besoins, etc. Donc, voilà, je pense qu'il faut aussi que l'action publique reprenne ses responsabilités, et parce qu'il y avait quand même des énormes coupes budgétaires dans la recherche, dans la santé publique, dans l'éducation. Enfin voilà, donc c'est ça aussi que ça révèle de manière patente. Ne pas oublier l'aspect politique, en effet, des choses, qui est très, très important. Véronique, oui, dernier mot de la fin, peut-être. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que l'action citoyenne ne doit pas se substituer sur la durée au devoir de la force publique. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de dire aussi à toutes les personnes, c'est chercher à côté de chez vous. Il n'y a pas de petites aides, il n'y a pas de petits projets. On a chacun des compétences qu'on peut mettre en avant et de venir, c'est vrai, aider au maximum. Il n'y a pas de petites choses. Donc, tout ce que chacun pourra faire, ça va venir soulager, effectivement, que ce soit les soignants, les aidants, les personnes actuellement au boulot. Donc, il ne faut pas lâcher. Je sais que là, avec la reprise du travail au 11 mai, ça va être compliqué. Mais les besoins restent et tant que le pouvoir public n'aura pas pris vraiment le pas, je pense que nous, il ne faut pas qu'on baisse les bras, quoi. Un tout petit mot, Nadège, et ensuite on conclut.
Moi, je dois juste dire, c'est que dans le groupe, on le dit souvent, c'est faites attention à votre monde. Et ça a tout son sens dans le sens où on est acteurs tous pour changer les choses et de se dire que c'est important d'être acteur au niveau local et de se dire que ça fait du bien aussi de faire attention à l'autre et qu'on peut pas vivre sans les autres. On est dans une société où on est nombreux en plus. Donc, c'est comme ça qu'on fait changer les choses et donc, c'est des petits actes essayer de faire plaisir à l'autre qui fait que ça fait du bien à tous, quoi. Donc, voilà. Merci beaucoup à toutes les quatre. On va rester en contact. On va poursuivre aussi cette émission dans les prochaines éditions d'Alerte Libre. On parlera à d'autres personnes engagées sur d'autres terrains et il y en a énormément en ce moment. On va rappeler Nadège Salin, votre groupe sur Facebook, la Crampouse Héros. Voilà, un nom inoubliable, hein, franchement, difficile de l'oublier. On le voit. Véronique, votre adresse pour vous contacter, alors c'est plutôt sur Facebook, Mini, M-I-N-I, Nourcette, Nource2TE, hein, puisque vous êtes une fan des ours. On en voit un derrière vous. Ça, c'est sur Facebook. Et puis, quelques adresses solidaires, notamment pour la Seine-Saint-Denis. On a beaucoup parlé de la Seine-Saint-Denis. Voilà, Tania, je donne tout ça, vous inquiétez pas. Donc, le réseau Tête Grêlée solide à Pantin, avec l'adresse qui s'affiche et la cagnotte qui s'affiche pour donner. Les poussières, Elsa, votre organisation et les cuisines solidaires. Voilà, on voit aussi donc votre mail qui s'affiche et puis la cagnotte. Le collectif Assez le Feu à Clichy-sous-Bois autour de Mohamed Meshmach qui fait un travail incroyable depuis des années, qu'il faut aussi soutenir leur contact sur Facebook. Et puis, il y a plein d'autres initiatives en Seine-Saint-Denis. On peut noter, je vais quand même les citer. Ils sont pas sur cette incrustation, mais on va quand même les citer. Les cuisiniers du squat du Landy Sauvage, ceux de Solidarité Migrants Wilson à la Plaine Saint-Denis, les Bifins d'Améliore à Montreuil et Bagnolet. Et puis il y en a d'autres. Et puis si les gens veulent plus d'informations, ils peuvent vous contacter. Et comme on l'a dit, engagez-vous aussi localement, recherchez les réseaux autour de vous sur les réseaux sociaux. Vous pouvez agir quand vous pouvez agir, peut-être essayer d'agir. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin en ce moment et on va remettre juste l'incrustation pour voir cette autre adresse qui fourmille d'initiatives intéressantes. C'est le réseau Covid Entraide, la dernière adresse Covid Entraide. On avait parlé d'eux il y a quelques semaines. Allez voir ce site, il regorge là aussi d'initiatives intéressantes pour mettre en relation les uns les autres et changer son quartier ou le monde. Merci à toutes les quatre. On va se retrouver très vite. Si vous voulez témoigner de vos propres initiatives dans d'autres collectifs, d'autres régions, écrivez-nous à l'airlibre@mediapart.fr. Pour l'heure, c'est le moment des Confinotes, le rendez-vous quotidien d'Usul et Cotentin à travers l'Internet confiné. Tu m'entends ? Ouais, je disais un truc sur le fait que Macron il veut faire un grand discours pour le 14 juillet, il pense même à faire défiler les soignants, il veut faire défiler d'autres professions essentielles qui ont été en première ligne. Ah bah oui, mais je suis sûr qu'il va en oublier, hein. Moi je pense que niveau essentiel, par exemple, le gouvernement, pareil, ils étaient en première ligne, ils ont tout géré, ça a pas été une période facile pour eux. Voilà, c'était ça la blague. Dans la série La nature reprend ses droits, hashtag nous sommes le virus, et bah figurez-vous qu'on a aperçu une méduse dans les canaux de Venise. Ouah, une méduse. Mais qui se réjouit du retour des méduses, franchement ? Non mais si, regarde, l'eau elle est claire, il y a une petite musique émouvante, tu veux pas t'émerveiller un peu ? Non mais ça va, il y a des animaux à la con qui reviennent dans les rues, c'est bon, on a compris. Oui mais regarde, j'en ai des jolis, les cerfs par exemple, c'est joli les cerfs, ça pique pas en plus. On est à Boissy-Saint-Léger dans le Val-de-Marne, et regarde comme ils sont majestueux. Ouais mais non mais les gens ils s'en foutent de ça, ils regardent pas les Confinotes pour voir des animaux mignons, les gens ils veulent du sang et des larmes. Alors j'ai ce qu'il te faut. Là on est en Thaïlande et ces petits singes se battent parce qu'ils manquent de nourriture depuis qu'il n'y a plus de touristes pour les nourrir. Ils ont envahi les rues et ils font rien qu'à foutre le bordel. Et ils ont pas leur attestation, c'est ça la blague. Non mais franchement, si je veux voir ce genre de truc, moi je vais sur Facebook ou dans une conversation WhatsApp avec ma tante. Bon très bien, t'as gagné, on va écouter Claire au Petit parce qu'elle a énervé les internautes aujourd'hui. Ah bah voilà, c'est pas mal ça. En plus elle a un peu une coupe de méduse, donc on reste dans le thème. Elle est venue sur le plateau de Morandini ce matin, le sujet c'était le prix des masques. 4 € pour un masque en tissu lavable homologué, 5 € pour un flacon de gel et 5 paires de gants. Là, ça fait un peu cher quand même. Hein. Et donc Claire au Petit a été invitée à réagir là-dessus. Alors madame la députée, je me tourne vers vous. C'est vrai qu'on entend ces gens qui disent « c'est cher, ça devrait être gratuit ». Rien n'est jamais gratuit. Vous avez, il me semble que nous avons quand même, le gouvernement a débloqué pour les personnes en difficulté
des allocations quand même surélevées, pouvoir en faire. Donc vous trouvez normal, pour Non, faire clair, c'est pas vous ça. trouvez normal que les gens s'achètent leur masque et leur gel? Normal, oui, d'une certaine façon. Il est bien évident. Donc là, elle est embarrassée un peu quand même. Ouais, bon, elle dit que les Français vont être obligés de payer leur masque, même les plus pauvres. Non, elle est sur son terrain. Mais bon sang, regardez un petit peu ailleurs. Ouh, ça va, messieurs, dames. N'allez arrêter. Si à 18, 19 ans, 20 ans, 24 ans, vous commencez à pleurer parce qu'on vous enlève 5 €, qu'est-ce que vous allez faire de votre vie? Donc en ce moment, on parle de pénurie de nourriture dans les quartiers pauvres. Ici, à Clichy-sous-Bois, on fait la queue pour de l'aide alimentaire. Et en plus, va falloir que tout le monde paye ses masques. Bah oui, mais Claire au Petit, elle dit qu'on les aide déjà, les pauvres. C'est bon, on va pas en plus leur filer des masques, c'est pas open bar, hein. Son argument, c'est que ça va tout compliquer si on en donne spécifiquement aux pauvres. Comment on peut vérifier qu'ils sont pauvres? Va falloir leur demander leur carte de pauvre, c'est gênant, c'est indiscret. On va dire, bon bah là, on va le donner dans une catégorie. Quelle catégorie? C'est-à-dire que vous allez aller chez le pharmacien ou au marchand de tabac ou dans la grande surface, donner votre papier comme quoi vous êtes RSA, vous êtes en difficulté, donc on vous les donne à vous gratuit, etc. C'est pas possible. Donc c'est toujours facile de dire, on y va, c'est gratuit. Après, il y a le respect aussi. Tout le monde n'a pas besoin de savoir qui... Donc... Mais y a pas à leur demander de carte, on sait où ils sont les pauvres de toute façon. Bah oui, mais imagine qu'il y a des gens pas pauvres qui viennent prendre des masques pour les pauvres alors qu'ils sont pas pauvres. Ouais, ou alors des bourgeois qui se déguiseraient en pauvres en se disant tiens, je vais faire 2 heures de queue à Clichy, tout ça pour récupérer un masque gratuit. Non, de toute façon, rien, jamais n'est gratuit. Voilà, c'est ça, ce serait indécent si elle venait juste dire que les pauvres aillent se faire foutre, machin. Non, ce qu'elle vient de dire, c'est surtout faut pas que les riches fraudent. Ouais, c'est vrai que si les riches commencent à chouiner pour 5 €, ils vont pas aller loin dans la vie. Voilà, j'espère que t'es content, on n'a pas pu parler d'animaux mignons et on a perdu du temps avec Claire au Petit. Voilà, c'est ça que tu voulais? Bah, rétrospectivement, je pense que les petits singes qui se battent en Thaïlande, c'était un peu plus intéressant. Là, on a vraiment touché le fond. Oh, tu sais, méfie-toi, hein. Avec Claire au Petit, on n'a jamais touché le fond, elle en a toujours sous le pied. Voilà, c'était le 28e numéro d'Alerte Libre. Merci Mathieu. Bon week-end. Bon week-end à toi. Retrouvez votre émission Alerte Libre dès lundi. Retrouvez aussi toutes les émissions qui ont déjà été tournées sur notre site, sur notre chaîne YouTube. C'est en accès libre pour tout le monde. Et puis, bien sûr, vous le savez, Mediapart ne vit que grâce à ses abonnés. Donc, n'hésitez pas, vous avez toutes les informations qui s'affichent en dessous si vous voulez tenter l'expérience. Je rappelle aussi les 2 adresses auxquelles nous écrire, alertelibre@mediapart.fr pour vos témoignages et covid@mediapart.fr. Ça, c'est pour vos informations d'intérêt général qui peuvent intéresser la rédaction. Voilà, bon week-end à vous, prenez soin de vous et à très vite.